Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine importante pour les résultats des entreprises du CAC 40. Je vous rappelle que 9 sociétés du CAC vont publier leurs résultats cette semaine. La première d'entre elles aura été BNP Paribas ce matin. BNP Paribas qui a publié des résultats 2021 record avec une forte baisse du coût du risque, notamment au 4e trimestre. BNP Paribas qui vise désormais une croissance de ses revenus de 3,5% par an en moyenne d'ici 2025. Voilà un des objectifs 2025 qui a été dévoilé ce matin par le management de la première banque française et première banque de la zone euro. BNP Paribas qui veut également augmenter son taux de distribution aux actionnaires à 60% avec au minimum 50% qui sera désormais distribué en numéraire. Le titre BNP Paribas est un petit peu délaissé aujourd'hui, mais après un parcours qui aura été un parcours de surperformance. BNP Paribas est un titre positif depuis le 1er janvier et le secteur bancaire a été un des secteurs très forts de l'année 2021 sur le marché européen. Voilà donc pour le résultat du jour au sein du CAC 40. Nous reviendrons également sur le changement de pied de la Banque Centrale Européenne qui est encore dans tous les esprits, un changement de tonalité qui a été confirmé encore hier par Christine Lagarde qui intervenait devant le Parlement européen. Le changement de ton a eu lieu lors de la réunion du Conseil des gouverneurs jeudi dernier et Christine Lagarde n'a pas cherché à adoucir son propos hier devant les parlementaires européens, ce qui confirme bien que le pivot du côté de la Banque Centrale Européenne est un pivot délibéré, qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise communication à ce stade. Nous y reviendrons dans un instant avec Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management, et puis nous reviendrons également sur le marché américain et la stratégie action américaine qu'on peut avoir en tête pour cette année 2022. C'est Éric Lafrenière, gérant Action US, gérant du fonds Richelieu America chez Richelieu Gestion, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, les points clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe avec des indices européens qui évoluent sans véritable tendance. C'est avec Alix Nguyen. Paris campe dans le vert et efface quasiment ses pertes des 2 dernières semaines. Le marché semble doucement s'accommoder d'une perspective des resserrements monétaires à une échelle mondiale. Le point central de la semaine sera la statistique des prix à la consommation de janvier aux États-Unis, publiée jeudi. À cet effet, hier, lors de son audition devant le Parlement européen, Christine Lagarde tâchait d'apaiser les craintes en estimant qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un resserrement monétaire trop important dans la mesure où l'inflation devrait se stabiliser autour de 2% à moyen terme. Les publications trimestrielles des grandes banques françaises ont commencé aujourd'hui avec BNP Paribas. Le groupe bancaire connaît les meilleurs résultats annuels de son histoire, effacer donc les stigmates de la crise sanitaire, et ce grâce au dynamisme de sa banque de détail et de ses activités de financement et d'investissement. En 2021, la banque a réalisé un bénéfice net de 9,5 milliards d'euros, en forte hausse par rapport à 2020 et 2019. À noter en revanche que les résultats du 4e trimestre seuls sont en léger retrait par rapport aux 2 précédents, soit 2,3 milliards de bénéfices nets contre 2,5 milliards le trimestre précédent et 2,9 milliards d'avril à juin. Jeudi, ce sera au tour de Crédit Agricole et Société Générale de publier. Le rendement des emprunts obligataires sont particulièrement surveillés. Celui du 10 ans américain s'est installé au-dessus d'1,9%. Le Bund allemand à 10 ans se traite désormais à un peu plus de 0,20%. Début février, il était encore inférieur à 0%. EDF recule, l'électricien abaisse de nouveau sa prévision de production nucléaire pour cette année du fait de problèmes de corrosion affectant le système de sécurité de certains réacteurs. Renault progresse, le constructeur automobile indique que les résultats de Nissan sur la période octobre-décembre se traduiront dans ses comptes du 4e trimestre pour une contribution positive estimée à 124 millions d'euros. Et puis Score est aussi en hausse, le réassureur fait état d'une progression de 19% sur un an des primes de réassurance de sa division de réassurance non-vie à l'occasion du renouvellement annuel des contrats effectués le 1er janvier.
Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Revenons sur les enjeux en matière de politique monétaire pour la Banque centrale européenne qui, à son tour, a entamé son pivot, un pivot qui a été délivré par Christine Lagarde la semaine dernière à l'issue du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Et c'est Juliette Cohen qui est avec nous par téléphone pour en discuter, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je le disais, la poussière retombe un peu, on essaye d'y voir un peu plus clair dans la stratégie désormais de la Banque centrale européenne. Christine Lagarde a eu l'occasion de s'exprimer à nouveau hier pour la première fois depuis sa conférence de presse de jeudi dernier à la suite de la réunion de la BCE. Juliette, la première question, il n'y a pas de quiproquo entre la manière dont le marché a perçu le discours de Christine Lagarde jeudi dernier et les objectifs poursuivis par Christine Lagarde en termes de communication. C'est bien une volonté délibérée, si je puis me permettre, de Christine Lagarde de modifier radicalement, brutalement, la communication de la Banque centrale européenne. Oui, tout à fait. Hier, dans sa déclaration, elle a confirmé ce qu'elle avait laissé entendre au moment de la conférence de presse de jeudi dernier. Il nous semble cependant qu'elle a légèrement infléchi son discours, et notamment en réponse à une question en disant qu'il n'était pas nécessaire de se hâter dans le mouvement de resserrement de la Banque centrale européenne. Donc voilà, c'était juste une légère nuance par rapport au discours de jeudi dernier. Bon, sauf que les vannes sont ouvertes, Juliette, et encore une fois, le marché a pris le signal très très au sérieux. Si effectivement il faut vivre avec l'idée que les achats vont s'arrêter plus vite que prévu, que le taux de dépôt sera peut-être ramené à zéro plus vite que prévu là aussi, quel peut être désormais le cheminement de ce processus du côté de la Banque centrale européenne ? Alors, il est probable qu'à la réunion de mars prochain, la BCE va annoncer l'arrêt prématuré de ses achats d'actifs. Donc, elle va revenir sur les annonces qu'elle avait faites en décembre dernier. Et là, pour la fin des achats d'actifs, tout va dépendre de ses prévisions d'inflation. Donc, on attend de nouvelles prévisions d'inflation qui vont être revues en hausse, notamment pour 2023 et 2024. Elles étaient jusqu'à présent à 1,8%. Donc, c'est vraiment 2024 qui va être clé, savoir si on reste en dessous des 2% ou si on se place à l'objectif. Et donc après, l'arrêt des achats d'actifs, si c'est annoncé fin du deuxième trimestre, on va vers, ou début du troisième trimestre, on va potentiellement vers une hausse de taux dès septembre prochain. Et donc ça laisse la place pour 2 hausses de taux en 2022. Et si l'arrêt se fait plutôt au troisième trimestre, on va vers une hausse de taux au quatrième trimestre en décembre prochain. Donc il nous semble, nous, que si on se place dans la suite des propos de Classnot, un des membres les plus hawkish de la BCE, lui évoquait une hausse de 25 BP au quatrième trimestre 2022, puis une autre au printemps 2023. Donc on serait plutôt dans l'idée d'une hausse de taux pour l'année 2022. Quel sera le coût de cette normalisation, Juliette ? Le prix à payer, on l'a déjà vu en partie depuis jeudi dernier sur le marché obligataire européen, sur les écarts de taux entre les différents pays de la zone euro. On est encore dans quelque chose comment dire ? On est encore en terrain connu de ce point de vue-là, j'entends bien Juliette, mais on a vu quand même des mouvements d'écartement de spread qui sont rapides et impressionnants. Oui, tout à fait. Les mouvements d'écartement de spread périphérique ont été assez rapides et assez marqués. Là, ça semble se calmer un peu aujourd'hui.
Là-dessus, Christine Lagarde a aussi dit que la BCE avait les moyens, avec les réinvestissements, d'éviter toute fragmentation financière de l'institution. Et ça, je pense que peut-être le marché va tenter de tester un peu la BCE sur ce point-là. Donc, il est possible qu'on voit encore des mouvements un peu plus marqués sur les spreads périphériques. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. 160 points de base entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand, c'est juste une étape, on peut voir beaucoup plus. Où est le seuil de douleur si à un moment la BCE doit quand même prendre en compte les réactions de marché, l'impact également sur le coût de financement des États, est-ce qu'on est encore loin du compte de ce point de vue-là ? Alors, si on regarde ce qui avait été fait, les annonces préalables sur le PEP, par exemple, on voit que vers 180-200 de spread, c'est quand même des niveaux qui font réagir la BCE. Donc, c'est un peu sur ces niveaux-là qu'on imagine qu'il pourrait y avoir des actions. Voilà. Alors après, nous, on se dit qu'en termes d'investissement, on va revenir graduellement sur le spread italien, mais vraiment avec prudence, en se donnant des marges jusqu'à ces 200 BP de spread. Ouais. Si il faut effectivement apprendre à vivre demain en zone euro sans QI, sans achat net et avec un taux de dépôt ramené à zéro, est-ce que cette situation en matière de politique monétaire, ce nouveau réglage attendu en matière de politique monétaire, est-ce qu'il confère une responsabilité, un poids encore plus important à la politique budgétaire et notamment au nouveau cadre budgétaire qui doit être mis en place par les chefs d'État et de gouvernement pour les prochaines années en zone euro, Juliette ? Oui, tout à fait. Alors, ce qui a été marquant dans cette crise de Covid, c'est qu'il y a vraiment une complémentarité entre les politiques monétaires et budgétaires. Aujourd'hui, compte tenu des niveaux d'inflation et du taux de chômage aussi qui est au plus bas historique dans la zone euro, il est normal que la BCE commence à parler de normalisation. Côté budgétaire, on dit qu'il est encore un peu tôt pour enlever le soutien budgétaire. Maintenant, il faut aller sur des mesures qui seront plus ciblées et on voit que le budget 2022 est encore assez expansionniste en zone euro. La question est clé pour 2023. C'est des choses qui commencent à être négociées au niveau européen et la France, avec la présidence du sommet européen, a l'intention d'aborder ce nouveau modèle de croissance européen qu'elle appelle de ses voeux. Il y a aussi tout ce qui entoure le plan de relance européen. Il y a quand même des montants colossaux qui vont être investis en 2022 et 2023. C'est à peu près 150 milliards d'euros par an au niveau européen. Donc c'est aussi assez important. Et puis la question qui va se poser au printemps, c'est est-ce que on revient en 2023 aux règles du pacte de stabilité et de croissance, ou est-ce qu'il y a encore des dérogations qui sont possibles pour soutenir l'investissement européen, notamment dans certains domaines clés. On pense numérique, on pense transition climatique, et là, évidemment, on imagine que quelque chose va se faire dans ce sens-là. Quelque chose, qu'est-ce que ça peut être, Juliette, si effectivement ce serait trop inconfortable pour tout le monde de revenir aux règles précédentes, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme souplesse dans le cadre général, qui sera peut-être celui de demain ? Alors dans le cadre actuel, on pourrait imaginer que certains investissements, donc ceux qui sont axés sur les priorités de l'Europe que j'évoquais précédemment,
pourrait sortir des règles de calcul européens sur les déficits. Et à ce moment-là, la condition, ça serait évidemment qu'il soit piloté en accord avec la Commission européenne, qu'elle agrée un certain nombre d'investissements, qu'elle suive leur implémentation et qu'elle demande un reporting sur ces investissements. C'est un peu le modèle de pilotage qui est envisagé avec le plan de relance européen. Donc je dirais que les structures sont là. Après, il s'agit d'une volonté politique. C'est très clair, c'est un accord politique qui est attendu avec... alors, ce sera pas du tout une réunion ou un sommet conclusif de ce point de vue-là, mais un premier rendez-vous qui a été fixé sous la présidence française du Conseil de l'Union européenne, 10 et 11 mars prochain, ce qui coïncide d'ailleurs, je crois, avec la réunion du mois de mars de la Banque Centrale Européenne. Donc, en fait, on aura les deux aspects concentrés au même moment dans le calendrier, les 10 et 11 mars prochains. C'est ça, Juliette, hein? Oui, il y a un agenda chargé. Oui, ce sera un mois de mars très intéressant de ce point de vue-là. Merci beaucoup pour cet éclairage. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Venons-en à la partie américaine. En la matière, la Fed est d'ailleurs peut-être, je ne sais pas, un phare, un cap, un repère pour les autres banques centrales et pour la Banque Centrale Européenne. Éric Lafrenière est à mes côtés en plateau, gérant action américaine chez Richelieu Gestion. Bonjour Éric. Bonjour. Vous pilotez le fonds Richelieu America ESG, bien sûr, chez Richelieu Gestion. Un commentaire sur le marché américain. Alors, avec un repricing sur le marché américain, en lien bien sûr avec la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui a déjà été très impressionnant au cours du mois de janvier. Quel bilan vous en faites à ce stade, Éric ? Écoutez, nous, on avait déjà un petit peu anticipé cette politique de taux un peu plus agressive. Donc on avait terminé le Q4 et démarré le Q1 avec une approche un peu plus défensive dans notre portefeuille, avec une allocation plus forte sur nos valeurs liées à la croissance du dividende, qui ont tendance à avoir un bêta plus défensif. Et on avait aussi un petit peu réduit nos écarts de pondération sectorielle, à l'exception de la tech, qu'on avait largement sous-pondéré. Aujourd'hui, les anticipations sont quand même assez larges sur le calendrier de la Fed. On parle entre 4 et 7 hausses des taux, avec possiblement une hausse de 50 points de base sur la prochaine réunion, ce qui n'est pas notre scénario. Et le scénario de cette hausse des taux ne l'est pas non plus. Donc on est un peu plus... dans cette affaire, il faut quand même écarter un peu les extrêmes. Oui, je pense. Ouais. Et donc, par contre, comme vous l'avez mentionné, on a eu des corrections assez fortes sur les premières semaines de janvier, notamment sur la tech. Ce qui nous a incité un petit peu à revenir sur le secteur après la très forte baisse du Nasdaq dans les premières semaines. On a vu une baisse du pic au creux jusqu'à 15%, c'est ça pour Exactement. le Nasdaq, Éric, au cours du mois de janvier. Je crois que les deux dernières séances du mois de janvier ont permis de rectifier un peu le tir et de ne pas afficher une clôture mensuelle trop douloureuse, trop délétère. Intéressant. Donc, vous voyez un signal qui permet de commencer à revenir sur la tech américaine. Oui. De quelle manière ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la tech américaine ? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à tout mettre un peu dans le même panier, mais on voit bien que le marché fait des discriminations très très fortes, y compris au sein de la tech au sens large. Oui, tout à fait. Et de façon plus globale, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même un manque de visibilité qui devrait un petit peu s'éclaircir avec la réunion de mars, je l'espère. Donc l'idée, c'est d'avoir un portefeuille plus équilibré entre de la value et de la croissance. Et c'est une politique qu'on peut appliquer aussi à l'intérieur des secteurs. Donc nous, on a rentré du IBM, qui est quand même une valeur un peu plus défensive et qui a fait un spin-off de ses activités un peu historiques, qui se reconcentre un petit peu sur des activités à des taux de croissance plus intéressants. Donc on est revenu sur une valeur comme IBM. Attends, c'est hyper intéressant. Il y a un changement de statut en cours peut-être pour IBM ? Oui, tout à fait, qui est déjà amorcé depuis quelques trimestres, mais que nous, on attendait d'avoir un peu plus de visibilité. On est revenu parce que ça permet d'avoir une exposition à la tech, en ayant laissé la partie legacy derrière, et toujours sur des niveaux de valorisation qui nous paraissent intéressants et plus défensifs que certaines boîtes qui ne gagnent pas d'argent. Donc très clair. Ce sont les valeurs qui sont quand même plus fortement sanctionnées. Ça ne nous a pas empêché de revenir sur une boîte comme Shopify tout récemment, qui fait partie de ces valeurs darling de la période Covid, qui a été très fortement sanctionnée, injustement, en tout cas trop fortement, je dirais pas injustement, plutôt trop fortement par la récente correction, et
pour lesquels nous, on avait des points d'entrée assez intéressants. En termes de valo, on était revenu sur les niveaux pré-crise, alors que l'activité en soi s'est quand même fortement développée. Il y a quand même encore des dynamiques en place. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver ces points d'équilibre. On regarde si on peut revenir peut-être... C'est intéressant là aussi, Shopify. C'est-à-dire qu'il y a le contre-coup de l'année 2021 pour ces valeurs Covid, stay at home, a été parfois d'une telle violence, vous dites, qu'on est arrivé dans des zones d'excès du point de vue de la valorisation de ces entreprises. Vous dites, on ne peut pas occulter quand même tout le business qu'elles ont gagné entre début 2020 et fin 2021. Ce que la crise a fait, en fait, c'est qu'elle a accéléré un certain nombre de tendances qui étaient en train de se mettre en place. On n'est pas arrivé au bout de ces tendances. On est allé un peu vite, on a accéléré. Le business s'est sans doute développé beaucoup plus rapidement qu'on l'anticipait. Les valos l'ont anticipé et peut-être extrapolé des taux de croissance plus forts que prévu. Mais les corrections ont été aussi très sévères. Il y a encore du développement, il y a encore des perspectives positives sur ces sociétés. Donc on est revenu, mais on les entoure aussi par des valeurs quand même relativement plus défensives. Ouais. On a entré, vous savez, la poche cœur de notre fonds, elle est basée sur 15 ans de croissance de dividendes. Microsoft, qui avait pour la dernière fois coupé son dividende en 2005-2006, nous a permis d'aujourd'hui de revenir sur cette valeur-là dans notre poche cœur, qui est quand même une valeur de fonds de portefeuille. Ah, parce que depuis la période 2005-2006, ils ont 15 ans de track de progression du dividende. Exactement. Et donc, on peut les intégrer dans notre poche-cœur du portefeuille. Et c'est une valeur qu'il faut avoir sur le long terme. Ouais. La question, en tout cas, en ce qui me concerne, ne se pose même pas. Et ces dossiers que vous avez... Oui, vous dites, effectivement, là, on est en train de reconstruire des positions pour le long terme. Tout à fait. La poche-cœur du portefeuille, c'est vraiment ces valeurs de fonds de portefeuille. Elle est 50% de nos investissements sont minimum 50% basés sur ces valeurs-là. On était monté en fin d'année dernière à 60, un peu plus de 60%. On est revenu là progressivement plutôt vers les 50 parce qu'on est allé chercher sur la poche satellite sur d'autres secteurs, pas que la tech. On est allé chercher des valeurs sur des thématiques très spécifiques. Une thématique qu'on a assez fortement dans le portefeuille, mais depuis quelques trimestres, et je crois qu'on en avait parlé la dernière fois déjà, c'est tout ce qui tourne autour des modes de transport de demain, et notamment l'électrique, des minerais à la fabrication, aux voitures électriques, au recyclage. Donc on est investi sur toute cette chaîne. Sur le plan plus tactique, de court terme, oui. Qu'est-ce qui vous paraît encore intéressant des tendances qui ont marqué là aussi l'année 2021, c'est-à-dire le retour de la value. On a vu encore une rotation de style très très forte au mois de janvier. Oui. Est-ce que sur le plan tactique, il y a encore des situations à exploiter, énergie, banque, tous ces secteurs emblématiques de la value, alors qui ont re-raté quand même déjà d'une certaine manière. Mais est-ce qu'il y a encore, je sais pas, une partie du voyage à faire sur ces thématiques? Sur l'énergie, nous, on avait terminé l'année dernière et commencé cette année fortement surpondéré. C'est environ 3% du S&P, on en avait 7-8%. Donc, sur des valeurs plus, Chevron et Canadian Natural Resources, des valeurs avec des bêtas un peu moins élevés que certaines autres valeurs du secteur. Ce qu'on a fait dans les dernières semaines, parce que c'est vrai qu'on a eu un très très beau parcours sur le secteur, on s'est repondéré en termes de poids. Par contre, on est allé chercher des valeurs à plus fort bêta sur cette exposition avec une boîte qui s'appelle Whitecap, qui est une boîte canadienne, puisque quand on regarde en termes de valorisation entre les boîtes US et les boîtes canadiennes sur le secteur, les boîtes canadiennes nous paraissent un peu plus intéressantes que les boîtes américaines à ce stade. Quand vous regardez encore une fois le marché un peu plus globalement, avec la perspective d'un début de cycle de resserrement monétaire de la part de la Réserve fédérale américaine, on verra jusqu'où va ce cycle, quelle est l'ampleur et la vitesse du cycle de resserrement de la Fed. Mais la première hausse de taux en mars semble quasi automatique, toutes choses égales par ailleurs. Comment dire, le marché a déjà encaissé beaucoup en anticipation. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être que la protection offerte par la Fed, le fameux put, est encore plus bas que les 15% de baisse du Nasdaq qu'on a pu observer? Comment vous vous positionnez par rapport à ça, Eric? Ce qu'il faut regarder, c'est que historiquement, dans les phases de hausse des taux, je crois qu'on avait 1994, 99, 2004 et 2016, sont les 4 dernières phases de hausse des taux aux États-Unis. Les 3 mois qui précèdent la première hausse des taux ont toujours été des performances négatives. Ensuite, les 6 et 12 mois qui suivent affichent des performances généralement positives. Sur les 6 premiers mois, après la première hausse, on est autour de 4,75% et on est autour des un peu plus de 8% sur les 12 mois qui suivent la hausse des taux. Donc jusqu'ici, le scénario semble
se répéter, en tout cas à ce stade. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a depuis plusieurs années cette impression d'avoir vécu dans un environnement de QI et de taux bas. C'est plus qu'une impression. Oui, voilà. Mais en tout cas, on a c'est un ancrage psychologique très fort. Et surtout que pour certaines générations, en tout cas pour les plus jeunes qui sont dans le marché depuis je dirais, fin des années 2000. Oui, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils n'ont connu que ça. Alors que les marchés peuvent très bien fonctionner dans des phases de hausse des taux si la hausse des taux elle est liée aux bonnes raisons. Et les bonnes raisons sont une bonne santé économique, une croissance des résultats, et c'est ce qui semble encore se mettre en place. Certes, on n'aura pas la croissance des résultats qu'on a eu l'année dernière, mais ça personne s'y attendait. On a d'ailleurs un très bon Q4, même si on avait débuté le début des publications du Q4 avec une attente de croissance des résultats autour de 19%. On se situera peut-être plutôt autour des 23-24% à ce stade, avec un peu plus de la moitié de publications déjà sorties. Les anticipations pour 2022, on avait commencé autour des 9%, c'est légèrement revu à la baisse, on est plutôt autour de 7,8% à ce stade, mais on est encore quand même dans des prévisions de croissance des résultats intéressantes avec des niveaux de marge qui, à ce stade, malgré les craintes inflationnistes, restent élevés. Et ça, c'est important. Et donc, aujourd'hui, c'est clair qu'on aura de la volatilité dans le marché, et c'est normal d'avoir un marché avec de la volatilité. Après, pour moi, il faut revenir peut-être plus sur les fondamentaux. C'est vrai qu'on a été dans des périodes où on achetait une thématique et on pouvait acheter à peu près n'importe quelle valeur dans cette thématique et on pouvait gagner de l'argent. Oui. Maintenant, il faudra être beaucoup plus sélectif dans son approche. Il faudra s'assurer que la société en question est bien positionnée, qu'il y a des barrières à l'entrée, qu'elle gagne des parts de marché, qu'il y a un bon management. Il faudra aussi aller de façon beaucoup plus approfondie dans les critères de valorisation de la boîte et des axes de développement de la boîte. Donc il faudrait être beaucoup plus sélectif. C'est peut-être beaucoup plus un marché de stock picker. Marché plus discriminant, plus efficient peut-être également de ce point de vue-là. Exactement. Et ce qu'il faut garder en tête, et pour ceux qui connaissent Lou Simpson, qui était le fameux stock picker chez Gecko, et un favori de notre ami Warren Buffett, qui est très reconnu pour ses capacités de stock picking. Et ce qu'il aimait souvent dire, c'est que essayer de deviner les tendances très court terme sur les titres, sur le marché, sur l'économie, ne produisait pas des résultats sur le long terme parce que c'était trop imprévisible. Ouais. Donc il faut revenir sur les fondamentaux et vraiment se concentrer sur sa capacité à sélectionner les bonnes valeurs. Et pour conclure, vous êtes convaincu à ce stade que la Fed va commencer à monter les taux pour des bonnes raisons et que, en tout cas, dans une première partie de son cycle de resserrement, la croissance résistera? Écoutez, quand on regarde les indicateurs économiques, même si certains sont un petit peu dégradés dans les dernières publications, on reste quand même relativement très bien orienté. Même l'emploi, on l'a vu la semaine dernière, et le taux de participation qui semble redémarrer à la hausse. Donc on va avoir un influx de personnes qui vont revenir sur le marché du travail, ce qui est plutôt un élément positif. Ça va peut-être aider à stabiliser un petit peu les coûts salariaux. Donc ça, ce sont des éléments positifs. La croissance, certes, elle n'est pas aussi bonne qu'on a pu connaître parce qu'on aura moins de stimulus. Oui, elle va être plus normale. Elle va être plus normale. Mais ça empêche que, vu les politiques monétaires qu'on a eues, vu les politiques budgétaires qu'on a eues pour faire face à cette crise, de revenir à un environnement plus normal en termes de taux, c'est pas quelque chose de choquant. C'est ce que je voulais. On n'est pas avec une première hausse de taux de la Fed qui nous emmènerait je ne sais où, on n'est pas en train déjà de regarder un scénario de récession aux États-unis. Pas à ce stade, en tout cas. En ce qui me concerne. Oui. Ouais, voilà, c'est pas la situation dans laquelle on gère aujourd'hui un fonds d'action américain. Tout à fait, et au contraire, on est plutôt en train de se positionner, une fois qu'on aura eu cette première hausse des taux et qu'on aura un peu plus de visibilité sur l'inflation, et je pense qu'on l'aura avant fin juin, on aura une stabilisation, et je pense que là, ça sera le moment de revenir un peu plus sur la croissance, parce que sur le long terme, ce sont des secteurs sur lesquels il faut être. Merci beaucoup Eric. Merci d'être venu partager votre vision de ce marché américain, de ces marchés américains et votre vision stratégique pour le fonds que vous gérez chez Richelieu Gestion, le fonds Richelieu America ESG. Eric Lafrenière qui est avec nous, gérant actions américaines chez Richelieu Gestion dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.